Depuis juin 2016, Antonin est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en détention provisoire, ce qui signifie, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il est détenu et peut le rester 3 ans durant, jusqu'à la tenue d'un éventuel procès. La situation de notre étudiant, qui n'est pas unique en son genre, de nombreux inculpés du mouvement social connaissent également la détention provisoire à rallonge, nous a semblé particulièrement dramatique et inquiétante pour ses études, pour sa vie, pour sa jeunesse. C'est pourquoi, depuis juin dernier, un collectif d'enseignants du département de sociologie n'a cessé de se mobiliser pour demander le respect de la présomption d'innocence, pour dénoncer le caractère profondément injuste et injustifié de sa détention provisoire et pour réclamer sa libération. De multiples initiatives ont été lancées que j'aimerais rappeler, puisque nous avons tout d'abord délivré des attestations de représentation aux juges. Nous avons également rédigé une lettre ouverte à la communauté scientifique qui avait recueilli plus de 350 signatures de soutien, qui a également été adressée aux juges. En fait, à travers cette action, nous souhaitions attester qu'Antonin, malgré tout le battage médiatique autour de cette affaire, n'avait pas sa place en prison. Et cette position a été confirmée à 2 reprises par les juges des libertés et de la détention qui ont en vain été favorables à sa libération. Par ailleurs, nous avons souhaité mobiliser la communauté scientifique et la communauté universitaire, déjà au niveau de Nanterre, puisque nous avons fait voter une motion de soutien à Antonin à nos institutions scientifiques, des départements, des laboratoires de recherche. Une autre motion a été votée à l'unanimité par le conseil d'administration de notre université, demandant également la libération d'Antonin. Depuis octobre 2016, le collectif enseignant, constitué de Fanny Bugéja-Bloch, de Céline Clément, de Colin Giraud, Frédéric Leblanc, Alexandra Hauser, Sylvie Pedron-Colombani, François Ressa, Anne Steiner, et moi-même, nous avons décidé de garantir à Antonin un droit à la scolarité, même en prison. Pour ce faire, nous nous relayons au moins 2 fois par semaine pour lui faire cours au service scolarité de Fleury-Mérogis. Donc, je te passe la parole. Mais depuis, les mois passent. Ça fait déjà 9 longs mois. La détention qui devrait être provisoire se prolonge, pendant que les éléments du dossier de cette affaire se désintègrent, au fur et à mesure. Cette détention provisoire devient en quelque sorte une peine à part entière, accomplie sans jugement ni condamnation. C'est pourquoi nous avons souhaité, par cette journée, encore plus médiatiser et publiciser cette situation aberrante. Car à travers la trajectoire d'Antonin, se donnent à voir des processus qui questionnent le fonctionnement de l'État, de la justice et de notre démocratie en état d'urgence. Or, nous ne sommes pas naïfs pour autant. L'organisation de cette journée, qui associe de multiples acteurs, chercheurs, militants, associations, l'atteste. Le profil d'Antonin est sans doute singulier par rapport à tous ces détenus, racisés, issus des classes populaires, défavorisés, et qui, eux, n'ont pas la parole. Didier Fassin, qui est actuellement en poste aux États-Unis et qui n'a pas pu nous rejoindre, nous confiait dans un mail que la terrible injustice dont Antonin est victime, et qu'il faut dénoncer avec raison, est une injustice quotidiennement éprouvée par des milliers de personnes, la plupart de son âge, mais de conditions sociales moins favorables et de couleurs différentes, et dont on ne parle jamais. Nous partageons son analyse, mais nous pouvons poser l'hypothèse que l'histoire d'Antonin révèle vraisemblablement un nouveau profil de détenu. Sinon, comment comprendre la remarque que nous ont adressée des intervenants réguliers en milieu carcéral sur la hausse récente du niveau d'études des détenus, mais aussi sur l'embarras que pouvait susciter cette situation. Il n'en demeure pas moins que, tout au long de ces mois, en soutenant Antonin, de nombreux doutes, de nombreuses incertitudes, des questionnements nous ont assaillis. Ils ont particulièrement éveillé notre besoin de mieux comprendre la situation de l'ensemble des inculpés du mouvement social, mais aussi le besoin de questionner plus largement notre société, si dure à l'égard de sa jeunesse. En tant que scientifique, il nous a donc semblé important que la mobilisation et la solidarité se doublent d'une réflexion approfondie
sur les enjeux sociaux qui gagneraient, selon nous, à trouver une place dans le débat social, surtout en ces temps d'élection présidentielle. Aussi, les violences policières observées lors des manifestations contre la loi travail questionnent les logiques très contemporaines du maintien de l'ordre. Par ailleurs, les manifestations nocturnes des policiers à l'automne dernier soulèvent la question de la définition du métier et de ses prérogatives. Et les affaires répétées des bavures en banlieue, suivies d'émeutes urbaines, interrogent, elles, la dynamique des rapports de classe populaire et des agents de l'État. Quand on sait que bon nombre de prisons ont un taux d'occupation qui dépasse les 150%, que peut-on dire de la justice et de l'administration pénitentiaire? Que révèle en outre le recours à la détention provisoire qui devait être exceptionnel et qui ne cesse de progresser depuis quelques années? En effet, aujourd'hui, presque 30% des détenus attendent leur jugement en détention, alors qu'il existe, nous semble-t-il, d'autres mesures qui pourraient les contraindre à faire face à leurs obligations vis-à-vis de la justice sans pour autant les enfermer entre quatre murs. Donc on s'interroge sur les conditions de vie de la détention en détention, et ce, d'autant plus que les prisons sont surpeuplées. On se demande quel est le quotidien des détenus, quel lien entretiennent-ils avec le dehors, avec leurs proches, avec leur vie d'avant. Plus encore, à travers cette tendance à l'emprisonnement systématique et durable, que peut-on dire de notre état de droit et de notre démocratie? Enfin, ces regards croisés sur la justice, la prison et la police gagnent aussi à la comparaison avec d'autres pays, nous qui en France nous flattons d'être le pays des droits de l'homme. En Allemagne, en Russie ou ailleurs, qu'avons-nous à apprendre des histoires et des expériences de nos voisins? Donc face à toutes ces interrogations, nous sommes ravis d'accueillir pour la matinée, dans l'ordre des présentations, Fabien Jobard, qui va intervenir par Skype, Michel Kokorev, Jérémy Gauthier, pour nous aider à comprendre les logiques contemporaines du maintien de l'ordre et des violences policières qu'il s'agira de définir. Nous poursuivrons ces questionnements après une courte pause, gourmande et rafraîchissante, avec les interventions de Geoffroy de la Gannerie, Anne Le Bérou, Yasmine Boiga et Gwenola Ricordo pour évoquer avec eux les violences de l'état pénal en France et jusqu'en Russie, pour finir sur la sociologie carcérale, les conditions de la détention et les relations entre proches et détenus. Donc merci à tous ici présents, intervenants, organisateurs, publics, tous. Avant de commencer par les interventions de la matinée, je passe la main à Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Donc cela fait presque un an aujourd'hui que le mouvement contre la loi travail a commencé partout en France, et notamment à l'université de Nanterre. Lors de ces manifestations et des occupations qui ont eu lieu, certains et certaines d'entre nous ont été blessés, interpellés et jugés. À cette occasion, se sont aussi créés des liens de solidarité et une dynamique d'organisation qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cette répression, celles et ceux qui se sont opposés à la loi travail ont connu dans le cadre d'une activité politique. Mais rappelons que la police et la justice ont avant tout un rôle de contrôle social, dans les cas les plus graves, qui généralement et malheureusement en deviennent des affaires médiatiques. Cela se solde par les impunités judiciaires, les affaires classées, passées sous silence, des mutilations ou des meurtres, comme l'assassinat d'Adama Traoré cet été nous le rappelle. Notre génération se souvient particulièrement de Zied Bouna, dont les morts ont déclenché d'importantes révoltes. Il y a en moyenne une quinzaine de morts aux mains de la police par an. Plus généralement, cela se traduit par des situations de harcèlement et d'humiliation quotidien dans les milieux populaires et urbains. Les détenus n'échappent pas à cette règle. Ce sont toutes celles et tous ceux que la société a réussi à rendre invisibles et qui font face à des situations arbitraires, devenues la norme. C'est la violence de ce système dans sa globalité qui est intolérable. Si nous nous sommes réunis autour du quarantonin, détenu depuis 9 mois, c'est parce qu'il est notre ami, camarade et qu'il est étudiant à Nanterre. L'acharnement contre lui, malgré un dossier vide de preuves, en a fait une figure médiatique. Mais il est pour nous évident que si nous réclamons sa libération, nous réclamons tout autant celle des autres incarcérés dans la même affaire, Nicolas, Cara et Crème, qui subissent la même injustice. Ces dernières semaines, un mouvement prend forme en réaction au viol de Théo, mais aussi contre la violence et le racisme manifeste de la police, contre la violence sociale dont nous faisons face au quotidien, contre toutes les injustices. Le constat est sans appel. Des personnes sont en prison suite à cette mobilisation et toutes les autres. Nous tenons à inscrire cette journée particulièrement dans cette situation particulière. Nous espérons donc que les débats d'aujourd'hui nous permettront de partager nos réflexions et nos expériences, de mieux comprendre le système de répression policier, judiciaire et carcéral, pour mieux y résister. Nous remercions encore celles et ceux qui ont bien voulu témoigner, ainsi que les collectifs qui vont intervenir cet après-midi
au cours des 3 tables rondes, justice, police et prison, Ahmad Bentoussi, Abdelaziz Kreker, Samir Eliès, Pierre Douillard-Lefebvre, Serge Kouatoupani, Laurent Bonelli, Serge Slama, François Besse, Yasmine Bouaga, Antoine, Geneviève Bernanos, Giovanna Ricon Morillo et Alexandre Lavé. Merci à vous.